Bonjour chers amis et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble cherche intuitivement à atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est un fonctionnement idéal, voilà, la société humaine qui fonctionne de façon totalement idéale. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution pour atteindre cet état, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin vers cette unification. Alors c'est un monde unifié, fraternel, un monde où il n'y a plus de frontières, où on a résolu tous nos problèmes pathologiques qui sont inhérents à la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Pendant cette longue période, il y a tout un tas de pathologies qui sont nées de la frustration, de nos pulsions. Parce que, voilà, dans la nature, lorsque nous étions des primates naturels, nos pulsions étaient plus ou moins libres. On n'avait pas des interdits, des lois, etc. Tout ça n'existait pas. Et à partir du moment où l'humanité s'est mise en œuvre et où elle a posé des interdits, des tabous, etc., puis ça a évolué en droit, en loi, etc., eh bien, ça contraint nos pulsions. On ne peut pas nous affirmer aux dépens de nos congénères de façon légale, etc. Et donc tout ça, ça engendre des pathologies. Il y a d'autres phénomènes qui engendrent ces pathologies et tout ça, on va le dépasser. L'humanité le dépassera. Donc dans quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, peut-être 5, peut-être 10 siècles, mais l'humanité, elle a le temps, elle atteindra son ultime perfection, le paradis. On aura construit le paradis pour nos futurs descendants. Voilà, où ils pourront vivre dans la sérénité, la paix, l'harmonie, l'amour, bref, tout ce que on souhaite naturellement. La quête du bonheur, elle est à l'intérieur de chaque être humain et c'est un moteur de création en réalité. Voilà, et comme pour l'instant on construit ce paradis de façon inconsciente, eh bien on le construit voilà, en faisant beaucoup d'erreurs, et puis en utilisant l'antagonisme, la violence, la guerre, l'affirmation aux dépens des autres, etc., etc. Mais tout ça est en train de changer et changera. Alors, je vais reprendre le travail que je suis en train de faire à partir de Platon pour préciser cette théorie. Je m'appuie sur des audios de temps en temps, et là, c'est une audio de France Culture qui était consacrée à la République de Platon. C'est l'épisode 2 et c'est la troisième vidéo sur cet épisode. Et là, on va voir à quel point Platon, c'est un génie. Il avait anticipé tout un tas de choses et donc son désir de réfléchir à la société idéale, à la cité idéale, pour lui, c'était ça. C'est tout simplement incroyable. Il faut bien le resituer, il y a 2500 ans. Beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, on ne le voit plus de la même manière. Mais ce désir de former d'amener la société à quelque chose d'idéal, à un paradis, quoi, en gros, à un monde de bonheur, c'est incroyable. Et alors, le bonheur, pardon, ah ben voilà, ça, j'ai oublié ça. Le bonheur, eh bien, ça passe aussi par le fait de la justice. Et donc, la République, c'est aussi le travail sur la justice. Et pour Socrate, on ne peut être heureux que quand on est parfaitement juste, que quand on utilise la justice en permanence. Et pour ces contradicteurs, eh bien, ils essayent de dire non, mais tu regarde, il y a plein de gens qui abusent leurs congénères et qui en profitent et ils ne sont pas attrapés, on les laisse faire, etc. Ils sont plus heureux que ceux qu'ils abusent. Et Socrate est en train de démontrer l'inverse. Et ça, c'est très, très intelligent. On y va, on lance et
on écoute. Alors, contre-exemple pris du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Dimitri Elmur, on a essayé de chercher, quel serait l'équivalent de l'anneau de JGS aujourd'hui? Ce serait par exemple l'anonymat sur les réseaux sociaux, le nombre de comportements qui ont lieu sur Twitter, par exemple, sous couvert d'anonymat, et pourquoi? Parce que l'anonymat permet une impunité totale. Donc on peut dire ce qu'on veut, y compris même peut-être des choses qu'on ne pense pas. Mais je pense qu'il n'y a pas d'impunité totale, c'est juste parce que le système laisse cette impunité. On sait très bien qu'on peut remonter le fil de chacun des écrits sur Twitter. Globalement, il n'y a pas de cette impunité. Mais simplement, c'est vrai que ça permet à des gens d'exprimer leur haine, de vider des choses sordides qu'ils ont entre eux. Et c'est clair que l'anneau magique dont il parle, dont parle l'intervenante, c'est un anneau qui permettait, dans l'histoire de Platon, qui permettait de devenir invisible au monde. Et donc, il y a une petite histoire qui est derrière ça. Peut-être des choses qu'on ne pense pas, ou peu importe, ou blesser des gens, parce que justement, il n'y a pas d'identité, donc pas de représailles possible. C'est vrai. Alors, moi, je connais rien aux réseaux sociaux, mais... Non, mais vous voyez le raisonnement. Mais je sais. C'est aussi, je sais pas, les corbeaux, envoyer une lettre anonyme, passer un coup de fil anonyme pour faire peur à quelqu'un, c'est anonyme. Donc, l'anonymat, c'est une forme d'invisibilité. C'est vrai. Qui permet d'agir injustement. Mais ce qui est fascinant, c'est de se demander quelle est la réponse qu'on peut apporter à ça. Et en général, quand on réfléchit à la réponse qu'on peut apporter à ça, c'est l'éducation. Ça veut donc dire qu'au fond, on attend des individus qu'ils se régulent eux-mêmes en comprenant que c'est pour leur bien qu'il faut éviter. Voilà, et c'est là où Platon a raison. En fait, c'est pas le gendarme qui doit faire peur. Bien sûr, on peut gérer les pulsions de l'humanité, et c'est ce qu'on fait doucement, les interdits, etc. La religion a imposé des interdits, etc. Et donc tout ça, c'est pour contenir les pulsions humaines, la pulsion de s'affirmer aux dépens d'autrui, de faire mal à autrui, etc., etc. Mais c'est pas le gendarme, c'est une des façons de gérer cette situation. L'intérêt, c'est qu'on parvienne au fait que l'homme sache que à l'intérieur de lui, ça n'est pas bien de s'affirmer aux dépens d'autrui, ça n'est pas bien de menacer quelqu'un, ça n'est pas bien de vider sa colère sur quelqu'un, etc., etc. Toutes ces choses-là, il faut que l'humanité le règle. Et évidemment, lorsque je dis l'humanité atteindra sa perfection, lorsqu'elle aura atteint sa perfection, plus aucun homme n'aura dans l'esprit l'aptitude, la volonté, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, de faire mal à autrui. Donc, on sera tous, en gros, des moutons les uns envers les autres. On sera tous pleins d'amour les uns envers les autres. Et c'est ce vers quoi on doit tendre. Et le travail de Platon et la pensée de Platon, c'est pour ça qu'elle est hyper novatrice il y a 2500 ans, c'est qu'en réalité, de Socrate et de Platon, c'est qu'il dit en somme, bien sûr que l'interdit, la peur du gendarme en somme, la peur de se faire prendre, etc., c'est une chose qui permet de maîtriser la méchanceté d'autrui. Mais l'intérêt, c'est de lui apprendre à ne pas l'être. C'est que de lui-même, il sache que il a affaire à quelqu'un qui est en face de lui, qui donc rentrer dans l'empathie, arriver à pouvoir se mettre à la place de celui on est prêt à abuser, prêt à maltraiter, pour comprendre que ça n'est pas bien de faire ça. Et c'est ça la morale de Platon et de Socrate, et c'est tout simplement incroyable, quoi, d'avoir. Pour leur bien. Ça. Qu'il faut éviter ce genre de... Ouais, enfin là, Adimante prend le relais. Il dit, le problème, c'est que dans l'éducation, les pères enseignent aux enfants les bienfaits de la justice par intérêt bien compris, pas pour elle-même. Eh ben, voilà. On a donc compris pourquoi il faut réformer entièrement la culture. Et c'est ce que va proposer la République. C'est ça qui est, voilà. Donc, on se transmet, c'est la peur du gendarme au lieu de transmettre l'empathie, en somme. C'est ça. Et donc, la culture, l'éducation,
dont parle Platon, elle est là justement pour changer cette proposer chose. la République. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y aurait pas cette réforme incroyable de la culture qui est proposée à la fin du livre 2 et au livre 3 et au livre 4, dont vous parlerez demain, s'il n'y avait pas exactement cette reprise de l'argument paradigmante qui consiste à dire non seulement Glaucon a raison, mais on choisirait toujours l'injustice si on était impuni ou invisible, mais en plus, regardez ceux qui disent qu'il faut choisir la justice, ils disent qu'il faut choisir la justice, les poètes, les tragédiens, pour la bonne réputation, pas pour elle-même. Voilà, voilà pourquoi il faut réformer la culture. Alors, on a trouvé un contre-exemple. Tout est là. Et Ça, pour le trouver, pour c'est l'entendre, il faut aller vraiment du côté de Gotham City. Écoutez. En tant que nouveau procureur, vous auriez intérêt à connaître les limites de votre juridiction. Je voulais parler d'un genre de ville qui ose idolâtrer un vengeur masqué. La ville de Gotham est fière qu'un citoyen ordinaire cherche à défendre ce qui est juste. Gotham a besoin de héros comme vous, des représentants élus, pas d'un homme qui se croit au-dessus des lois. Exactement. Qui a nommé le Batman? Mais c'est nous, de tous qui n'avons pas bougé et laissé le rebut contrôler notre ville. Mais vous êtes une démocratie. Quand les ennemis étaient à leur porte, les Romains suspendaient la démocratie et nommaient un homme pour protéger la cité. Et ce n'était pas considéré comme un honneur, mais comme un service d'intérêt général. Harvey, la dernière personne qu'ils ont nommée pour protéger la République, s'appelait César, et il n'a jamais renoncé à son pouvoir. Bon, très bien. Alors soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Écoutez, qui que soit le Batman, il ne veut ni ne peut faire ça pour le restant de ses jours. Batman cherche quelqu'un pour reprendre sa cape. Quelqu'un dans votre genre, monsieur Dent? Possible. Si j'en suis capable. Et si Harvey Dent était le chevalier à la cape? C'est comme si la Alors, cape de Batman était l'équivalent de l'anneau de Gigès, Dimitri Elmur, sauf que dans le cas de Batman, il devient, non pas invisible, mais il change. Alors, là, moi, j'ai jamais vu ces films Batman, tous ces trucs-là, j'ai pas regardé, mais c'est hyper philosophique, en fait. Il y a quand même du fond, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui est dit là derrière, c'est intéressant. Non pas invisible, mais il change d'identité. Il endosse l'anonymat pour commettre non pas le mal, mais le bien. Que penser de cette situation-là? Qu'est-ce que Socrate aurait à dire à ça? C'est comme si cet homme-là choisissait de disparaître pour commettre le bien et non pas pour commettre l'injuste, justement. Oui, alors je sais pas ce que Socrate penserait de Batman. Je sais pas si je suis capable de répondre à la question. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que Batman ne ressemble pas beaucoup à un gardien au sens de la République. Hein. Je veux dire à ce nouveau type de héros par lequel Platon remplace le héros homérique. Hein. C'est-à-dire que Ça, c'est vraiment rendre la intéressant. justice anonymement ou masqué me semble un peu, au fond, oui, un peu. Platon met des gardiens, il veut éduquer les gardiens, etc., pour la cité, en fait, les gendarmes, voilà, ça serait ça, quoi. Et il veut qu'ils aient une éthique qui soit différente du héros grec dans les homériens, qui sont capables du pire comme du meilleur, qui sont capables de massacrer leurs enfants sans le vouloir parce qu'ils sont trop violents, etc. Donc, c'est vraiment autre chose qu'il veut pour la société. Ça, c'est novateur parce que c'est pour ça qu'il critique Platon, c'est pour ça qu'il critique les mythes, la mythologie. Oh mon Dieu, non. Au fond, oui, un peu vraiment en un certain sens anti-platonicien, c'est-à-dire que au fond, Platon est persuadé que la justice brille d'un certain éclat, et que c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. C'est-à-dire que il y aurait aucune raison d'être juste en s'en cachant, hein. Même si L'amour de la justice. Est-ce que finalement c'est pas Batman qui est le plus platonicien? Parce que il accomplit la justice au nom de la justice. Et on peut pas le soupçonner de le faire par intérêt bien compris, puisque justement on ne sait pas qui est Batman. c'est vrai. Alors le problème, c'est que dans l'histoire de Batman, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en plus, il a lui-même ses motivations. Mais Platon, sont peu claires. il veue que tout soit au grand jour. Il veut pas, ça a rien à voir avec les Américains et leur façon, le cow-boy, non,
Platon, il veut que la justice, ça soit quelque chose qui irrigue toute la société, que la société en comprenne le côté mystique, magique de la justice, que c'est pas quelque chose qu'on doit utiliser par crainte, mais par amour de l'humanité, par amour de l'évolution, etc. C'est vraiment... Mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais justement, je discute l'exemple lui-même. Il y a un individu derrière, c'est ça. Oui, mais le philosophe n'a pas les mains ne sont pas toujours propres, hein, pour reprendre une formule bien connue. Je veux dire, le philosophe est aussi un individu qui peut être traversé par une histoire et des contradictions, mais ce faisant, agissant au nom de la justice, Batman n'est-il pas fidèle à la conception de la justice que Platon essaye d'énoncer dans la République? Mais pas du tout. Je pense pas, parce que moi, je vais dire Batman. différemment les choses, je vais répondre à un autre niveau. Je pense que ce qui est intéressant dans la manière que Platon a de poser la question, c'est que justement, il distingue analytiquement la question de la justice individuelle et la question de la justice politique ou sociale, mais il la distingue analytiquement, en pensant que elles sont indissociables. Et que donc, au fond, si on réfléchit à ce que c'est que la justice au niveau individuel, sans réfléchir aussi à ce que ça peut vouloir dire qu'une cité ou une communauté politique dans laquelle chacun de nous pourrait être juste, on prend pas la question à la bonne hauteur. Il faut la prendre à ces deux niveaux-là. Et le vengeur masqué, c'est que le premier niveau, pas le second niveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Il faudrait que Gotham City soit une cité juste. Bah, c'est toujours l'idéal. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, c'est qu'on soit notre propre gardien. C'est ça. C'est qu'on n'ait pas besoin, comment dire, d'une extériorité qui vienne. Et ça, c'est génial, c'est complètement novateur. C'est en somme, c'est l'anarchie, c'est la vision de l'anarchisme. C'est-à-dire que chacun est absolument responsable de lui-même. Il s'interdit d'abuser autrui et donc il est libre il atteint la liberté absolue parce que il se comporte correctement dans un monde où chacun se comporte de façon éthique et de façon responsable. Chacun est dans l'hyper-responsabilité et c'est peut-être ce que cherchait à atteindre ou à la volonté des existentialistes qui écartaient le divin. Parce que le divin, c'est ce qui préconise. Le religieux, c'est ce qu'il préconise. Il préconise que chacun doit se comporter avec autrui comme avec lui-même. Donc, faire le bien absolu envers autrui. C'est exactement la même chose que l'anarchiste qui va le dire d'une autre manière, mais c'est chacun doit pouvoir ne pas abuser autrui, ne pas... Donc, si chacun le fait, ben, l'ensemble de la société n'a plus besoin de gendarmes, n'a plus besoin de gardiens, n'a besoin de personne, en fait. Chacun est absolument responsable. Et on atteindra ça. Parce que la perfection dont je parle, c'est celle-ci. C'est pour ça que sur la mécanique universelle, je dis l'anarchisme, c'est juste trop d'avant-garde. Le communisme, c'est trop d'avant-garde. Il y a bien sûr qu'il y a des choses qui sont contestables dans l'anarchisme. Par exemple, le fait de vouloir l'imposer par la violence, c'est complètement contestable. On doit le critiquer. Dans le communisme, le fait que on interdise la religion ou on interdise que tout soit mis en commun, mais trop rapidement. Enfin, je sais pas, qu'on interdise la liberté. Eh bien, ça, c'est préjudiciable. Mais les fondements sont là. Et donc, c'est inouï. C'est l'inventeur de sanctionner la justice ou l'injustice de nos actes. Mais qu'elle émane de nous-mêmes, de nos choix. Parce qu'on sait que c'est notre bien. Alors, très bonne transition en tout cas, donc, puisque vraiment... il faut qu'on avance quand même dans la lecture du livre 2. On l'avait déjà esquissé rapidement hier. Comment arrive cette analogie entre... la justice qu'on pourrait appeler la justice intérieure, ce sentiment de justice, il n'en parle pas ainsi, mais on est forcément anachronique quand on en parle, et la cité juste. Pourquoi est-il important pour que la cité puisse être juste que l'individu le soit?
Alors, Dimitri Elmer. ça c'est. Alors, je vous réponds à deux niveaux. Le niveau, disons, argumentatif de la République, et puis un niveau plus philosophique. Au niveau argumentatif, c'est-à-dire au niveau du déroulé de l'argument de la République, la question se pose parce que Glaucon et Adimante complexifient le défi que Thrasymach avait déjà lancé, auquel Socrate pensait avoir répondu, mais à tort, et ils lui disent très bien, montre-nous que la justice est donc un bien qu'on doit choisir pour lui-même et pour ses conséquences. Montre-nous qu'au fond, on doit toujours la choisir, quelles que soient les circonstances. Et donc, définis-nous ce qu'elle est pour qu'on comprenne qu'il faut toujours la choisir. Et là, Socrate dit très bien, mais les choses peut-être seront plus claires si on prend un peu de hauteur et si on voit les choses en plus gros. Voilà. Et c'est la fameuse analogie avec les petits et les gros caractères, voilà, qui est assez mystérieuse quand on regarde ces détails, mais laissons les détails philologiques de côté. En tout cas, l'idée est que, pour y voir plus clair, on va regarder sur un exemple plus gros. Voilà. Et qu'au fond, on y verra plus clair sur ce que c'est que la justice si on regarde la cité que si on regarde l'âme. Alors, évidemment, à l'époque, ils ne pouvaient pas dire il faudrait prendre de la hauteur, monter dans un avion et regarder ou dans une fusée. Ça n'existait pas. Donc cette hauteur, elle pouvait pas se faire. Les hommes vivaient au ras de la vie, quoi. Il y avait pas. Et on voit à quel point les choses évoluent dans la façon de se. Je suis désolé, mais bon, c'est du brut de décoffrage, hein, ma philosophie. Philosophie naïve du devenir humain. Et il y a un des visiteurs qui a fait une petite tirade en disant, il fait un rot. Et je trouvais ça génial, parce que c'est vrai, de temps en temps, comme je bois des trucs et que je le fais un peu de façon agitée. Voilà, bon, je suis désolé. Évidemment, la prémisse que l'argument présuppose, c'est que c'est la même chose. Il y a une identité. L'analogie repose sur une identité, c'est-à-dire que la justice dans l'âme et la justice dans la cité sont une seule et même chose. C'est la même justice. Ce qui, d'un point de vue platonicien, n'est pas très surprenant, entre parenthèses. Si la justice est bien ce que Platon appelle une idée, si elle a une réalité intelligible, c'est-à-dire si elle, quand on la définit dialectiquement, on peut arriver à toucher quelque chose qui nous résiste et qui ne dépend pas du point de vue de chacun, qui soit réellement en soi, pourquoi serait-elle différente dans la cité et dans l'âme, alors on a le droit de ne pas être d'accord avec cette position-là, mais disons que c'est tout à fait cohérent par rapport à la position que Platon lui défend. Donc voilà, donc l'analogie, sûr, parce qu'en fait, l'iso... c'est ça, c'est pour ça que l'humanité atteindra sa perfection, et que dans cette perfection, c'est l'extase, l'amour absolu. C'est-à-dire que c'est l'âme de l'humanité qui atteint la totalité. C'est la justice intérieure, intime de l'individu, elle est égale avec tous les autres individus, ça fait que l'humanité a atteint le niveau de justice absolue. Et la justice absolue, c'est l'extase, en fait, parce que il n'y a plus aucune crainte, il n'y a plus aucune peur, parce qu'en fait, la peur que nous avons, elle est essentiellement, c'est autrui. C'est pas pour rien que Sartre va dire l'enfer c'est les autres, mais parce que tant que l'autre n'est pas limpide, tant qu'on ne voit pas à travers lui comme un livre ouvert, tant qu'on sait qu'il a des pathologies, qu'il peut dissimuler des choses, des intentions, etc., eh bien, on n'est pas tranquille. Et c'est pour ça qu'on part pas comme ça dans la nature, à traverser le monde sans rien, les mains dans les poches, voilà. Et pourtant, ça, c'est ce que l'humanité finira par accéder. L'humanité accédera à cette paix, à cette tranquillité, à cette capacité de marcher partout dans le monde. L'analogie, ou ce qu'on appelle l'isomorphisme entre la cité et l'âme, qui est un peu plus précis, naît de ça. Et donc, question
subséquentes, puisque on va voir ça dans un plus grand, sur un plus grand modèle. On va réfléchir à ce que c'est que la justice sur un plus grand modèle. On va réfléchir à ce que c'est que la justice donc dans la cité. Mais question, comment naît une cité ? C'est-à-dire, commençons par le commencement. Et donc, pour comprendre comment la justice, ce que c'est que la justice pour une cité, réfléchissons à la naissance d'une cité, et c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, la poléogonie. La poléogonie. C'est quand même magnifique le travail de Platon, mais c'est de Socrate et de Platon. C'est inouï, cette intelligence, comprendre comment se poser la question de la naissance et du devenir, en fait, parce que c'est une réflexion sur le devenir de la société, justement en préconisant le bonheur, une société heureuse, quoi. C'est-à-dire la naissance. Votre jargon, c'est celui des platoniciens, ça. Oui. Ceux qui passent leur journée avec Platon. Voilà, exactement. Et c'est donc la poléogonie, ou l'argument poléogonique, c'est l'argument ou la description des conditions de naissance de la polis, c'est-à-dire de la cité. Donc il y a deux arguments, si vous voulez, l'isomorphie entre l'âme et la cité, ou l'analogie entre la cité et l'âme, sous-tendu par la thèse que je viens d'écrire, et puis ce passage opéré par Socrate consistant à dire, si on veut voir ce que c'est qu'une cité, regardons comment elle naît. Et de là, on commence à réfléchir à cette naissance. Alors comment ça se passe, cette naissance ? Elle part là encore d'une prémisse, qui est que nous ne sommes pas autosuffisants. Il n'y a pas entre les êtres humains, de ce qu'on appelle d'autarkeia, c'est-à-dire d'autarcie. On peut pas subvenir à tous nos besoins individuellement. On a donc besoin des autres pour subvenir à nos besoins. Alors de là, voilà. Alors ça c'est clair que de plus en plus on est dépendant de l'ensemble de l'humanité, et maintenant de l'humanité. Avant c'était dépendant du village, de l'ensemble du village, puis de l'ensemble du département, de la région, puis de dépendant du pays, puisque il y a des interactions. Les entreprises du village, elles sont dépendantes des commandes nationales, mais maintenant internationales, etc. Donc cette interdépendance, elle est là. Et puis moi, je peux pas subvenir à mes besoins. Il faut qu'il y ait des paysans qui fassent de l'élevage. Il faut qu'il y ait des maraîchers qui vendent des légumes, que j'aille les acheter. Sinon, il faudrait que j'ai mon jardin, etc. Tout ça, cette interdépendance, elle est fondamentale, quoi. C'est la base de notre. De là, réfléchissons à nos besoins. Quels sont nos besoins ? Bon, manger et boire, se vêtir, se protéger du froid en construisant des maisons, etc. À partir de là, Socrate commence à construire, et je me corrige, à déduire, parce que c'est un peu plus intéressant. J'explique pourquoi je dis ça. C'est une forme de déduction transcendantale, au sens technique du terme. C'est-à-dire que on lit souvent ça comme une sorte d'argument généalogique, comme si Platon était en train de nous jeter les bases de l'économie. Alors il y a un peu de ça, mais c'est surtout un raisonnement a priori absolument incroyable. C'est-à-dire qu'à partir des besoins et de la question de l'autarcie, on déduit tout un ensemble de fonctions utiles dans la cité, et puis l'une implique l'autre. Donc on a les besoins fondamentaux, qui impliquent évidemment un cordonnier, un tisserand, un maçon, mais eux-mêmes ont besoin d'un certain nombre d'autres arts, par exemple ceux qui vont faire les outils qu'ils vont utiliser dans leurs propres arts. Ça implique donc encore un ensemble de fonctions. Puis à un moment ou à un autre, il va falloir un marché, donc une monnaie, donc des commerçants, et puis on en arrive à une petite cité. Voilà, que Socrate trouve tout à fait saine et intéressante, dans laquelle un certain nombre de besoins primordiaux vont être satisfaits, et que lui, disons, appelle de ses vœux au juge tout à fait satisfaisant. Eh bien, écoutons la description de cette cité jugée saine par Socrate. Examinons de quelle façon vivront les hommes qu'on aura équipés. Est-ce autrement qu'en faisant du pain, du vin, des manteaux et des chaussures ? Ils se construiront des maisons. L'été, ils travailleront la plupart du temps nus et sans chaussures, et l'hiver, habillés et chaussés de façon suffisante. Ils se nourriront en préparant de la farine à partir de l'orge
et de la farine fine à partir du blé, cuisant l'une, pétrissant l'autre, disposant de braves galettes et du pain sur du roseau ou sur des feuilles propres, s'allongeant sur des couches jonchées de smilax et de myrte, ils feront de bons repas, eux-mêmes et leurs enfants, buvant ensuite du vin, la tête couronnée et chantant des hymnes aux dieux. Ils s'uniront agréablement les uns avec les autres, ne faisant pas d'enfants au-delà de ce que permettent leurs ressources pour se préserver de la pénurie et de la guerre. J'avais oublié qu'ils auraient aussi des plats cuisinés. Il est évident qu'ils auront du sel, des olives et du fromage, et qu'ils se feront cuire des oignons et des verdures, le genre de potée qu'on fait à la campagne. C'est des bases toutes simples de vie, quoi. C'est ça qui est vraiment incroyable. C'est vraiment superbe. Nous trouverons même le moyen de leur servir des friandises faites avec des figues, des pois chiches et des fèves, et ils se feront griller au feu des fruits du myrte et du chêne, tout en buvant modérément. Passant ainsi leur vie en paix et en bonne santé, et décédant sans doute à un grand âge, ils transmettront à leurs descendants une vie semblable à la leur. Ô Socrate, si c'était une cité de porcs que tu constituais, dit Glaucon, les engraisserais-tu d'autre chose? Alors pourquoi? Voilà, c'est ça, c'est que c'est un idéal que l'humanité poursuit. C'est pour ça que je dis cet état de perfection. Ça sera autre chose que ce qui est donné, mais il y a la substance de cette humanité qui a atteint la perfection et qui n'a plus besoin d'être dans le surplus, dans le luxe, qui a dépassé tout ça et qui est dans juste la contemplation, l'amour, l'amitié, etc. Pour l'instant, c'est impossible, on peut même pas l'imaginer. Ça, c'est la première chose qui m'est venue quand j'ai découvert cette théorie, quand je me suis plongé dans cette théorie, qu'en définitive, elle est inaccessible aujourd'hui. On vivrait ça comme un état morbide parce qu'on aime quand ça clash, on aime bien quand c'est pas simple, quand il y a des difficultés, on aime bien la vie telle qu'elle se déroule avec ses hauts, ses bas, etc. Tout un tas de choses. Et donc, ça nous paraît morbide, une vie de paix, une vie, mais évidemment que pour nous, c'est comme ça, parce que nous sommes les constructeurs de cela. Et les constructeurs de ça, on n'a pas droit à l'extase, c'est autre chose. On a droit au petit plaisir de récompense pour l'action que nous faisons. Voilà. Mais par contre, on ne peut pas, on sait pas comment la société va s'adapter. Elle s'adapte à toutes les situations. On vit d'une manière complètement différente de celle que vivait le XVIIIe siècle, ou le XVe siècle, ou le XIIe siècle, ou les Grecs. On pourrait pas, les Grecs qui s'y revenaient maintenant, ils pourraient pas sans doute supporter, imaginer que on parte pas chaque année faire la guerre, qu'on n'ait pas des esclaves, etc., qu'on vive comme on vit. Ils trouveraient ça complètement, peut-être décadent, quoi. Voilà. Et donc, nous, les humains qui auront atteint cet état de perfection, eh bien, ils nous verront comme nous, on voyait les hommes de caverne. Voilà, tout simplement. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Le moins qu'on puisse dire, Dimitri Elmur, c'est que Platon se fait plaisir avec ce texte. On sent quand même le plaisir. À nous aussi, il fait plaisir. Justement, oui, il nous met l'eau à la bouche parce qu'on sent le plaisir à décrire les figues, les pois chiches, les friandises, la boisson, tout ce qu'il faut. Il y a quelque chose qui met en appétit, surtout quand il est 10h39 et que le petit déjeuner n'a pas forcément été conséquent. Mais cette mise en appétit est immédiatement coupée par la remarque de Glaucon qui dit, mais en fait, ce que tu décris là, Socrate, c'est une cité de porcs. Ce sont des cochons qui passent leur vie à manger et à boire
Où est le côté sain de cette cité? Pourquoi c'est une sorte de cité idéale que tu décris? Et c'est là où il faut sans doute introduire un mot-clé qu'on n'a pas encore introduit, Dimitri Elmur, qui est celui de la modération. Exactement. Ouais, c'est vraiment Régulation des besoins. c'est le mot-clé de ce passage. Et on est à l'opposé Alors, ce qui de est ça, intéressant, c'est évidemment. que ce passage, qui est absolument On magnifique. est à l'opposé. Platon joue beaucoup avec des codes poétiques. Voilà, c'est très clair quand on le lit en grec. Il y a une Et vraie, c'est normal. il y a une vraie. Enfin, il utilise des genres poétiques pour décrire cette première cité. Ce qui est intéressant, c'est que Glaucon était déjà intervenu juste avant. Et Socrate avait déjà commencé sa première description. Et il lui avait dit, dis donc, quand même, c'est avec des glands que tu fais festoyer ces gens-là. Et Socrate lui répond, c'est le texte qu'on a entendu, ah mais oui, tu as raison, mais non, ils vont festoyer, ils vont manger des figues, des oignons. Et donc, l'eau à la bouche, oui peut-être, mais pas pour Glaucon, clairement. Non, voilà. Et Glaucon lui dit, mais c'est une cité de cochons. Voilà, c'est une cité de cochons. Alors petite nuance importante, il faut faire attention au fait que le cochon, pour nous, signifie renvoie à un animal sale. C'est pas du tout le cas pour les Grecs. Le cochon, c'est l'animal de l'ignorance pour les Grecs. D'ailleurs, les cochons sont très propres. C'est une erreur zoologique de penser qu'ils sont sales. Mais peu importe. Mais le cochon, c'est notre âne, si vous voulez. Ah, d'accord. Voilà. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que pour Glaucon, cette cité-là, c'est la cité, comment dire, Il y a plus d'intelligence, de réflexion, en somme, l'esprit n'a plus besoin de réfléchir. Il est à son état de contemplation, en réalité. Et évidemment, on va dans cette direction. L'humanité dont je parle, l'humanité qui a atteint sa perfection, elle est comme ça. Elle n'a plus besoin de réflexion pour construire, puisque tout est construit. Il n'y a plus qu'à entretenir les choses et puis à contempler. Donc c'est un esprit qui est vide, qui n'a plus besoin de pulsion, de qui-vive, de tout un tas de choses qui, en fait, alors comment la société va s'adapter à ce genre de finalité, je sais pas, mais c'est la finalité vers laquelle l'humanité se dirige. Alors après, comment l'humanité fera pour que ça soit vivable? Parce que évidemment, si c'est une société qui devient, on pourrait presque dire idiote, quoi, qui devient dans une simple d'esprit. C'est une société de simple d'esprit. Une société de naïfs, une société comme ça qui n'a plus peur de rien, qui n'a plus de voilà, qui est donc évidemment vulnérable très certainement. Pourquoi on va là? Pourquoi c'est notre destinée? Je sais pas. Alors est-ce que on l'atteindra? Est-ce que la société, avant d'atteindre ça, va dire non, c'est dangereux, c'est quelque chose sur lequel on peut pas complètement aller. Il faut garder tout un tas de pulsions en nous pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir voilà, nous adapter à un monde qui pourrait être changeant ou quoi que ce soit. Je sais pas. C'est une cité sans ça, culture. C'est toute une question c'est une cité sans tout ce qui fait le sel, je vais reprendre la métaphore, de la vie. C'est-à-dire le théâtre, les épices, les parfums, les arts, la castagne, tout ce qui n'est pas strictement nécessaire à la survie. Exactement. Voilà. Et on voit bien que pour Socrate, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est incroyable. Cette cité-là. D'ailleurs, après, il va l'appeler la cité saine. Ça, c'est quand même vraiment incroyable. Je vous réponds sur la modération. Et donc, voilà, pour Socrate, très clairement, cette cité est une cité qui répond aux besoins fondamentaux qui sont les nôtres et dans laquelle il n'y a rien que du bonheur. Et pourquoi il y a du bonheur? Parce que c'est une cité de la modération. La modération revient très souvent, comme vous l'avez remarqué. Elle revient dans la modération des désirs qu'on peut avoir. Elle revient dans la modération qu'on peut avoir même dans la procréation.
Hein. Ils auront une progéniture modérée. Donc c'est une cité qui n'enfle pas. C'est une cité qui reste dans des limites. C'est une cité qui sera de taille modérée, d'où les désirs seront modérés, où les choix et les possibilités des individus seront modérés, etc. Et ça, pour Socrate, c'est une cité saine. Eh ben, si j'avais lu ça au début de la mécanique universelle, j'aurais compris que toutes les grandes philosophies ont déjà réfléchi, ont déjà vu tout ça. Je le savais des religieux, du spirituel en fait. L'apocalypse, c'est la montée vers le paradis humain, la cité de Dieu qui s'impose, la cité de l'amour, c'est l'amour. Donc, si c'est Dieu qui s'impose à la fin des temps, c'est l'amour qui s'impose à la fin des temps. Donc, je le savais, mais de voir que déjà Platon est déjà dans cette idée, le Socrate, mais c'est inouï. J'espère que Socrate a lu tout ça, ce que disait Platon, et que ça venait peut-être de lui, je sais pas, mais c'est inouï, cette avant-garde, quoi. C'est incroyable. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo et je reprends dans la foulée. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, donc, voilà, les choses de base. Le pouce, Allez, merci, en tout cas. Et merci de votre présence. Et je suis désolé, mais je suis complètement plongé là-dedans. Donc, c'est certainement pas agréable à entendre. J'essaierai de voir si c'est possible de le transcrire pour en faire quelque chose d'écrit, ça serait bien. Voilà, merci en tout cas, au revoir.